Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, la manifestation parents, professeurs contre la réforme des rythmes scolaires. Malgré les mécontentements, la mobilisation a été faible dans les rues du Finistère. Que sera la Bretagne en 2030 ? Le Conseil régional se pose la question et il demande l'avis aux Bretons. On verra ce qu'il en est. Et à l'aube du centenaire de la Première Guerre mondiale, une grande collecte de documents privés est organisée dans toute la France quand les petites histoires servent à écrire la grande. Bienvenue, nous sommes dans cette édition du jeudi 14 novembre 2013. Et on débute ce journal avec notre chiffre du jour, 300. C'est le nombre de manifestants qui ont protesté contre la réforme des rythmes scolaires dans le Finistère. Une mobilisation très faible dans le département. Reportage à Quimper de Christophe Boucher. 20% des enseignants grévistes en Bretagne et peu d'entre eux ont rejoint le cortège des manifestations. À Quimper, une centaine de personnes seulement balle pavée pour s'opposer à la réforme des rythmes scolaires. Sur le fond, la réforme est nécessaire, mais il manque deux éléments essentiels, du temps et de l'argent. Dans la pratique, il y a eu beaucoup de choses qui ont été finalement mises en place avec trop de précipitation et une impréparation trop grande. Une chose qui me semble très importante, c'est qu'il y ait une égalité sur le territoire entre des communes rurales, des communes urbaines, des communes qui ont des moyens, des communes qui n'en ont pas. Actuellement, ces conditions-là ne sont pas réunies. Aujourd'hui, un établissement scolaire sur 5 est passé de la semaine de 4 jours à 4 jours et demi. L'étape, les temps d'activité périscolaire sont au cœur du problème. Difficiles à mettre en place s'ils ne sont pas forcément adaptés à l'âge et aux attentes des enfants. Oui, mais apprentissage de quoi ? De la balle aux prisonniers peut-être ? Non, c'est pas du tout ce genre d'apprentissage qu'on attendait nous. On a des petits en maternelle de 2 ans, 2 ans et demi, qui ont du mal à se concentrer plus de 15 minutes sur une activité. Et leur proposer un table, ça paraît aberrant, c'est pas possible. Les enfants, ils sont fatigués. Voilà. Ils sont pleins de cernes, ils sont crevés, ils dorment en classe. Ils ne sont pas attentifs, au bout d'un moment, ça y est, ils décrochent quoi. Visiblement, d'autres pistes sont envisageables pour éduquer et divertir les enfants. Ici, au moins une Chertel blonde aura bien profité de son temps extrascolaire. Notre image du jour, c'est ce logo, le logo officiel des bonnets rouges. Face à la récupération politique, le collectif Vivre, décider et travailler en Bretagne a décidé de marquer son territoire. Il prépare une grande mobilisation le 30 novembre en Bretagne, mais un nouveau front de mobilisation vient de s'ouvrir. Les syndicats appellent à un autre rassemblement le 23 novembre. Les explications de Sophie Lecroisier. Le pacte d'avenir breton sera signé d'ici fin novembre. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'a annoncé clairement à l'Assemblée. Alors avant que les choses ne soient figées, les mouvements de protestation s'organisent. 7 syndicats bretons ont lancé un nouvel appel à manifester. C'est l'unité des organisations syndicales, CFDT, CGT, Solidaire, FSU, UNSA, CFTC, CGC, qui appellent à manifester les salariés le 23 novembre dans toute la Bretagne, dans les 4 départements bretons, à 15h. Nous pensons que les responsables des licenciements, c'est le patronat. C'est de mauvaises politiques économiques. Et en même temps, c'est la politique d'austérité qui est menée par le gouvernement qui vient accentuer ces mesures-là. Une mobilisation intersyndicale d'un côté, des bonnets rouges de l'autre. Le deuxième rassemblement est maintenu au 30 novembre. Le lieu reste cependant toujours à déterminer. Il y a plusieurs lieux qui ont été proposés. Il y a Nantes, il y a Rennes, il y a aussi Pontivy, Morlaix. Et on est en train de regarder les choses parce qu'on sait que ça va être une manifestation à nouveau de grande ampleur, un grand rassemblement. Le collectif Vivre, décider et travailler en Bretagne, à l'origine du mouvement des bonnets rouges, espère ne plus avoir à souffrir de récupération politique. Il a donc décidé de sortir un logo et une charte. Ce sont des grandes valeurs généralistes qu'on va mettre en avant. Il ne s'agit pas bien sûr de codifier les choses, mais tout simplement d'expliquer voilà pourquoi on peut porter le bonnet rouge et également avec quelles valeurs, est-ce que ça représente. Et évidemment, ça exclut toute possibilité pour l'extrême droite de récupérer ce bonnet. 2 dates pour 2 manifestations en Bretagne. Mais derrière ces mouvements de protestation, un mot d'ordre collectif se dégage, celui de la défense de l'emploi. Que sera la Bretagne en 2030 ? C'est la question à laquelle le Conseil régional essaie de trouver des réponses et il vient de lancer une série de tables rondes dans les 4 départements bretons pour préparer la Bretagne du futur. Reportage de Xavier Patrijon.
Petit bond dans le futur, la Bretagne en 2030, vous la voyez comment? Peuplée, avec beaucoup de monde. Fier de ce qu'elle est et de ce qu'on retrouve dedans. Je pense que ce sera plutôt une région tournée vers la mer. À la pointe de la technologie, puisque de toute façon là à Brest on est en avance sur pas mal de choses en technologie de la mer. Indépendante peut-être. Ouais. Déjà réunis si possible avec Nantes. Des gens heureux, on va espérer ça en tout cas. Unis, heureuses à la pointe de la technologie, écologique, les Bretons l'espèrent, dans 15 ans la Bretagne sera tout ça. Le conseil régional se pose lui aussi la question et a lancé une démarche digne d'un roman d'anticipation et surtout participative. Des tables rondes entre élus et citoyens sont prévues et un site internet permet de donner ses idées. Plus ouverte sur la mer, des équilibres territoriaux préservés, la solidarité entre les individus, bref, toutes les thématiques sont les bienvenues. Mais à l'heure où la région traverse une crise sociale et où de nombreux modèles économiques sont remis en question, cette démarche est-elle nécessaire? On sait très bien que si on se contente de ces réponses immédiates, on n'assurera pas l'avenir de la Bretagne, de son économie, notamment de sa cohésion sociale. Donc il faut mener les deux choses de front, répondre aux questions urgentes et essayer de construire ensemble la Bretagne à moyen terme. Préparer l'avenir pour éviter les crises futures, voilà l'enjeu de ce questionnement. Et vous, votre Bretagne, vous la voyez comment? Une double étoile pour l'IFAC. Les apprentis cuisiniers du centre de formation brestois ont pu échanger avec Gérard Cagnat, un chef doublement étoilé par le guide Michelin. Une journée riche d'enseignements mais qui n'a pas manqué de piquant. Pauline Ferco y était. À 14 ans, il était apprenti cuisinier dans le prestigieux restaurant parisien Maxim's. 8 ans plus tard, il ouvrait son propre établissement, le Relais Sainte-Jeanne, dans lequel 2 étoiles lui sont attribuées par le guide Michelin en 1985. Aujourd'hui retraité, Gérard Cagnat s'implique auprès des cuisiniers en herbe, leur prodigue de bons conseils et pas seulement sur les techniques gastronomiques. Je travaille sur la position du corps, sur la fluidité, sur la trajectoire, parce que je combats les troubles musculo-squelettiques et je donne aux jeunes plein de petits détails importants qui sont souvent oubliés parce qu'on oublie qu'on a un corps et que le corps doit être au service de cette action de cuisiner. Cet homme de bouche et de lettres, unique en son genre, a immédiatement séduit les apprentis de l'IFAC de Brest. Il n'y a pas de message, mais je fais toujours des petites parenthèses sur la philosophie, sur l'histoire, sur les événements, mais toujours pour leur apporter un éclairage culturel, dans le sens philosophique, théologique et spirituel, parce que ça donne de la couleur à la vie. Ce grand chef porte un regard bienveillant sur la future génération de cuisiniers et n'est pas avare de conseils positifs à leur encontre. S'engager, de foncer, de prendre des risques. Et de ne pas écouter les déclinistes, et de ne pas écouter les gens qui sont toujours en train de dire ça va pas. Derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Et quand ils s'engagent, ils sont fabuleux. Il n'y a pas de mauvais jeunes. Il y a des gens qui leur ont pas dit les choses qu'il fallait. Entre one-man show et démonstrations gastronomiques spectaculaires, les jeunes Brestois avaient des étoiles dans les yeux et l'eau à la bouche. Un vrai régal. Au fond de vos tiroirs, dans votre grenier, se cachent peut-être des documents de la Première Guerre mondiale. À 1 an du centenaire de la Der des Der, les Archives de France organisent une grande collecte dans de nombreux lieux en France. Journaux intimes, cartes postales, photos. Vous êtes invités à aller les faire numériser pour que ces documents soient sauvés de l'oubli. Reportage à Lorient de David Cormier. Le centenaire de la guerre de 14 approche. Jusqu'à samedi, aux archives municipales à Vannes et à l'hôtel Gabriel à Lorient, on peut apporter des documents liés à ce conflit. Près de 140 entretiens ont déjà été réalisés depuis le 5 novembre à Lorient. Roland est venu avec les cahiers du grand-père de son épouse. On voit sur son carnet de prisonnier, sur un calendrier allemand, qu'il prend des notes, il parle de tout. Des rations de pommes de terre qui baissent. Il parle un jour de son observation d'une fourmilière. L'ancien capitaine, plus tard, rechignait à en parler. Il faisait des cauchemars la nuit, mais il ne parlait pas du tragique. Il ne parlait que de ce qui était anecdotique. Le jour où son cheval s'est emballé, alors qu'il aurait fallu qu'il reste tranquille parce qu'il y avait une revue de général. Des anecdotes comme ça. De la guerre, non. Lui, il n'en parlait pas. Mon grand-père, à moi, en parlait. Mais lui n'a rien écrit, il savait à peine écrire. Ce petit-fils de dessinateur a apporté des dessins. Il y a un objet que j'ai amené, auquel je tiens aussi particulièrement, c'est sa petite boîte de peinture qu'il avait dans sa veste. On a encore la couleur, vous voyez, en 3 parties. Ces dessins-là, en fait, il n'en a fait aucun usage. Il les a ramenés et c'est moi, en
en cherchant un petit peu après son décès en 1972, j'ai découvert donc ces dessins qui n'ont jamais été exposés, etc. Après la collecte viendra la numérisation, puis la mise en ligne des meilleurs documents. Et en voilà un qui n'a décidément pas de chance, c'est Thomas Coville. Le skipper a dû faire demi-tour ce mercredi soir alors qu'il avait pris le départ de son tour du monde à la voile et en solitaire il y a seulement 2 jours. En cause, la rupture du balcon avant, une pièce maîtresse pour la sécurité du navigateur. Thomas Coville est attendu au port de Brest samedi matin. Il devrait repartir après réparation et si le temps le permet, en début de semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bonne soirée sur TBO.